La Chine et l'Inde plafonneront l'économie mondiale en 2050. Selon un classement de la firme internationale d'audit et de conseil PwC, ces deux pays se positionneront respectivement à la première et deuxième place mondiale en termes de produit intérieur brut à parité de pouvoir d'achat devant les États-Unis qui seront relégués à la troisième place. En effet, la Chine et l'Inde ont connu des progressions fulgurantes ces dernières années à cause notamment de leur économie soutenue par une forte population et un système productif, compétitif et discipliné, ce qui leur a permis de réduire fortement leurs importations et de constituer de solides épargnes pour financer leur développement à long terme. Le classement de PwC révèle aussi que seuls l'Allemagne et la Grande-Bretagne, classés 9e et 10e, seront les pays européens présents dans le top 10 mondial où l'on retrouve plus des pays émergents comme l'Indonésie 4e, le Brésil 5e, la Russie 6e ou encore le Mexique 7e. En ce qui concerne le continent africain, il ne semble pas encore en mesure de s'afficher malgré son potentiel démographique et ses ressources du sous-sol. Le continent noir traîne les pas dans un contexte où les politiques continuent de débattre sur la construction de marchés uniques en même temps qu'ils font durer les négociations avec l'Union européenne. Enfin, le classement de PwC indique que les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud seront économiquement plus puissants que l'Union européenne en 2050. Une année après l'arrivée au pouvoir du président João Lourenço, l'économie angolaise peine à retrouver des couleurs. Ici au marché congolais de Luanda, les commerçants ne cachent pas leur déception, même s'ils saluent le bien fondé de certaines réformes engagées dans le pays. En ce moment, nous avons engagé une nouvelle dynamique, un travail de réorganisation pour nous débarrasser des vendeurs de rue. Nous avons déjà un plus grand marché officiel. Notre politique porte ses fruits. João Lourenço est au pouvoir depuis 1 an. Il a fait quelques réformes. Il a fait plus sur le plan politique. Sur le plan économique, nous voyons quelques petits changements dans la lutte contre la corruption. Mais même avec cela, nous ne ressentons pas les effets de ces mesures. En fonction depuis le 26 septembre 2017, João Lourenço, qui a hérité d'un pays qui traverse l'une des pires crises économiques depuis la fin de la guerre en 2002, a fait de la lutte contre la corruption sa principale priorité tout en s'engageant pour la diversification de l'économie angolaise qui dépend en très grande partie du pétrole. En effet, l'Angola, deuxième producteur de pétrole d'Afrique, a subi de plein fouet la chute des cours du baril dont il tire 70% de ses recettes fiscales. Conséquence, la production pétrolière est ralentie et l'indispensable diversification économique n'a pas vraiment démarré. In Angola, you have to create so many. Ici, en Angola, il faut créer plus d'opportunités pour les étrangers parce que bien des pays ne peuvent pas vivre sans les étrangers. Il faut créer encore plus d'opportunités pour qu'ils investissent dans votre pays. En attendant le miracle économique promis, la devise angolaise poursuit sa dépréciation et l'inflation qui a dépassé les 24% n'est pas contenue. Le pays s'est tourné fin août vers le Fonds monétaire international FMI pour solliciter un prêt de 4,5 milliards de dollars. Et début septembre à Pékin, le président Lourenço a exhorté la Chine à augmenter ses investissements. L'aide publique au développement accordée par les pays avancés aux pays pauvres s'amenuise. C'est ce qui ressort du rapport sur les perspectives mondiales du financement du développement durable 2019, rendu public par l'Organisation de coopération et de développement économique. L'OCDE alerte sur la chute du financement extérieur aux pays pauvres qui pourrait impacter négativement la réalisation des objectifs de développement fixés pour 2030. Globalement, l'investissement direct étranger à destination des pays en développement a chuté de 30% sur la période 2016-2017 et le financement de projets a baissé de 30% au premier trimestre de 2018. Parallèlement, le financement extérieur global a chuté de 12%
sur la période 2013-2016, jetant ainsi de sérieux doutes sur la capacité de la communauté internationale à atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Cette régression intervient, selon l'OCDE, dans un contexte où les besoins de financement à l'appui du développement durable augmentent sous l'effet de la croissance démographique, des conflits ou de la dégradation de l'environnement. Elle vient contredire la promesse faite par les pays avancés en 2015 d'augmenter leur financement en se servant de l'investissement privé. Raison pour laquelle l'OCDE exhorte les pays donneurs à une refonte du système de financement du développement dans le but de renforcer la transparence, de définir des normes internationales claires et de donner aux pays destinataires les moyens de procéder à des choix optimaux. Pour l'OCDE, il est aussi impératif de faire plus pour mesurer l'impact et non plus seulement le volume du financement du développement et de permettre une interaction plus stratégique entre les fournisseurs, les intermédiaires et les bénéficiaires de sorte que chaque dollar dépensé produise le maximum d'impact. Pour leur part, les pays bénéficiaires des financements sont appelés à intensifier les efforts pour la mobilisation des ressources intérieures, d'une part, et à déployer des mesures incitatives aux investissements des diasporas, d'autre part. La déclaration de Libreville, adoptée par l'Organisation interafricaine du café en vue de booster la filière café, compte 4 points essentiels. Il s'agit tout d'abord d'une invitation à la communauté internationale à participer à la recherche de solutions face à la baisse continue des prix et à l'impact du changement climatique sur la production du café en vue de contribuer à améliorer les moyens de subsistance des producteurs de café. Le deuxième point relatif aux États membres invite à la création d'un environnement propice à des chaînes de valeur efficaces, à la création de la valeur ajoutée et à la consommation intérieure en tant que mesure d'atténuation de la volatilité des prix. La troisième recommandation concerne quant à elle le soutien et la promotion du commerce régional et continental du café, sous les auspices de la zone de libre-échange continentale afin de stabiliser les prix et de réduire les risques potentiels découlant de la baisse des prix internationaux pour les producteurs africains de café. Les États membres sont enfin appelés à fournir un cadre continental pour l'intégration et la collaboration dans la recherche sur l'impact du changement climatique sur la production et la productivité du café. Le Forum international Afrotech organisé à la place de la Renaissance à Cotonou met en exergue un sujet actuel et d'une importance majeure pour le développement de l'Afrique, l'économie numérique. L'objectif pour le Bénin est de participer à la révolution numérique en cours sur le continent dans un contexte où s'ouvre devant le pays un marché numérique de 1,3 milliard de consommateurs. Le Forum international Afrotech a pour but de mobiliser la communauté béninoise et internationale autour des enjeux et défis de l'économie numérique et de mettre en réseau les acteurs. La finalité étant d'enrichir l'écosystème, d'identifier les solutions numériques innovantes et de susciter les investissements. Ce forum permettra également d'échanger sur le système éducatif par le numérique, de partager les expériences sur la question de la cybersécurité et d'administration intelligente, de mettre l'emphase sur les opportunités que le numérique offre pour l'autonomisation de la femme et la création d'emplois décents et durables, d'envisager les opportunités d'amélioration de l'offre de services financiers pour une meilleure inclusion financière. Autant dire que les enjeux sont énormes. Ces enjeux sont de 3 ordres. Renforcer l'accès au numérique et au financement pour les innovateurs. Deuxième plan, créer un impact positif et avéré de la révolution numérique sur le plan social. Et enfin, imposer le numérique comme instrument de renouvellement de l'action collective publique-privée au service de l'intérêt général, au service de l'humanité. Il faut donc qu'Internet se généralise notamment en milieu rural. Il faut également offrir
un meilleur accès au financement pour accompagner justement les innovateurs, et les startups et autres. Dans cette démarche, Smart Africa, qui rêve de transformer l'Afrique en un marché unique, numérique, pour mieux profiter du 1,3 milliard de consommateurs qui y vivent, tend la main aux innovateurs béninois. Nous avons engagé, ensemble avec Smart Africa, un programme de parrainage et de mentorat de jeunes entrepreneurs, de start-upers. Et Smart Africa mettra certains de ses fonds à disposition afin de supporter les jeunes start-upers au Bénin. En dehors de ce forum international Afrotech, la semaine du numérique a aussi été marquée au Bénin par le Bénin Digital Tour, le bus de formation itinérante aux compétences numériques, la 3e édition de la Bénin Startup Week et l'atelier national sur le e-commerce. Rien n'a changé, ou presque, depuis la crise financière de 2008. La croissance des salaires dans le monde est restée faible. Selon un rapport de l'Organisation internationale du travail, cette croissance a même ralenti en 2017, passant de 2,4% en 2016 à 1,8% en 2017, son taux le plus bas depuis 2008. Ce taux s'amenuise davantage lorsque l'on exclut les chiffres de la Chine, dont la forte population et la croissance salariale rapide ont un fort impact sur la moyenne mondiale. Il tombe ainsi de 1,8% en 2016 à 1,1% en 2017. L'information inquiétante, c'est que la croissance mondiale des salaires en 2017 a été la plus faible depuis 2008, depuis la crise financière internationale. Le rapport de l'OIT met aussi en exergue les écarts de rémunération entre les sexes. Ces écarts persistent à un niveau inacceptable selon l'Organisation internationale du travail. Nous constatons que l'écart de rémunération entre hommes et femmes est un phénomène universel. Il existe partout, même si l'ampleur de cet écart varie considérablement d'un pays à l'autre. En moyenne, les femmes continuent dans le monde d'être payées environ 20% de moins que les hommes pour un travail de valeur égale. Au niveau des pays à revenus élevés, ces écarts de rémunération semblent moins accentués que dans les pays émergents et en développement. Dans les pays à revenus élevés, l'écart de rémunération entre hommes et femmes a tendance à être parmi ceux qui ont le plus haut revenu, reflétant dans une certaine mesure, je pense, un phénomène de plafond de verre, tandis que dans les pays émergents et en développement, l'écart a tendance à être beaucoup plus important au bas de l'échelle des salaires. À en croire le rapport de l'OIT, les explications traditionnelles comme les différences de niveau d'éducation entre hommes et femmes qui occupent un emploi salarié, jouent un rôle limité pour expliquer les écarts de rémunération. Globalement, le phénomène reste largement inexpliqué, mais lié aux préjugés et stéréotypes et à d'autres facteurs qui ne peuvent pas pour autant s'expliquer par des différences de productivité entre hommes et femmes.